Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs des cabinets, distingués invités, tout protocole observé. Réformer l'ENA pour réformer l'État. Telle est la ligne de réforme que Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, nous a fixée. Je profite pour saluer sa présence. Je n'ignore pas à quel point son agenda est chargé. Donc, réformer l'ENA pour réformer l'État. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi réformer l'ENA? Bien entendu, pour avoir la légitimité de prétendre réformer l'État, l'ENA doit-elle elle-même d'être réformée, de refléter les standards de gouvernance les plus élevés possibles, de refléter les standards d'excellence opérationnelle les plus élevés possibles. Mais c'est peut-être aussi à cause de ce que Schumacher appelle la logique curviline. Schumacher, puis à sa suite Charles Landy, ont observé que tout dans la vie suivait un cycle qui a la forme d'une courbe sigmoïde. Tout, absolument tout. En commençant par l'histoire des empires, on pourrait parler du cycle des vies de produits, ou même le cycle de la vie affective. Tout, absolument tout, a cette forme sigmoïde. C'est-à-dire qu'il y a une phase de démarrage qui est un peu difficile, puis une phase de croissance jusqu'à l'apogée, puis le déclin. D'où les auteurs, donc Schumacher et Charles Landy, nous invitent à la lucidité, à ce qu'ils appellent la discipline de la seconde courbe. C'est-à-dire qu'à partir du point A, le point A c'est le point d'inflexion sur la première courbe sigmoïde, le point où la courbe change de concavité, à partir de ces points, les auteurs nous invitent à dessiner une nouvelle courbe sigmoïde. On le dirait autrement, nous appelle à nous réinventer. Dans la vie, en général, quels que soient les secteurs, il faut savoir se réinventer, y compris en politique. Son Excellence ne me contredira pas à ce sujet. Il faut savoir se réinventer. Et c'est ce que les Japonais appellent le kaizen. Dans le jargon du système de management de la qualité, on parle de l'amélioration continue. C'est l'amélioration continue qui garantit qu'on se réinvente indéfiniment. Mais le point A est aussi un point difficile. C'est une trappe, c'est un piège. C'est la trappe à l'inertie, la trappe à l'immobilisme. Au point A, on n'a pas envie de changer. Changer alors que la courbe est en croissance, ce serait une folie. C'est ce qui a fait que, pour ceux qui n'ont pas vu venir le seuil, l'apogée, comme Kodak chute, le champion de la photo argentique, qui n'a pas vu la vague de la photo numérique, ou que BlackBerry chute. Donc le point A est un piège. Et c'est ce qui pourrait expliquer aussi que lorsqu'on annonce qu'on va changer le logo de l'ENA, que des anciens de l'ENA me menacent d'un sit-in ou de marché. Parce qu'on regarde la courbe, on regarde d'où vient la courbe, à partir de l'arrière. On regarde ce qu'on pourrait appeler un track record. À partir d'où l'on vient, on pourrait croire que la courbe va continuer à croître. Alors que le point A, précisément, est un point d'inflexion. À ces points, on n'est plus loin du seuil. On n'est plus loin de l'apogée, donc du déclin. Il faut savoir se réinventer. Mais puisque c'est un point difficile et qu'à cet endroit, le changement n'est pas accepté, il faut alors faire appel à ce que j'appelle l'économie politique de l'entrepreneuriat institutionnel, qui m'est cher, pour ceux qui savent. J'ai toujours pensé que dans le secteur public, il nous faut des entrepreneurs institutionnels, c'est-à-dire des conquérants. Alors, quels sont les piliers de l'entrepreneuriat institutionnel? Et l'entrepreneuriat institutionnel, c'est ce qu'on a fait à l'École nationale d'administration dans l'implémentation de la norme ISO 9001. Le premier pilier, c'est le leadership entrepreneurial et audacieux. C'est-à-dire un leadership qui ne se satisfait pas du statu quo, de l'inertie, de l'immobilisme. Un leadership capable de se frayer un chemin dans la complexité, un leadership capable de transformer les lieux arides en terres arables.
Et je pense, on a ici dans la salle un exemple éloquent de quelqu'un qui a réussi à transformer ce qu'on pensait que c'était les lieux arides en lieux florissants. En la personne de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique. On a toujours cru que la fonction publique, c'était... On a toujours pensé que la fonction publique, c'était les lieux arides. Aujourd'hui, depuis qu'il est là, depuis 2021, c'est devenu l'un des ministères les plus prestigieux. Donc, c'est à travers ces premiers piliers, et j'ai déjà eu l'occasion de le lui dire d'ailleurs, pourquoi faut-il que les choses soient faciles? Ça me rappelle Charles de Gaulle, dans Le fil de l'épée. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Et je pense que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, aime la difficulté et ça rend la réussite héroïque. Donc, premier pilier, leadership entrepreneurial audacieux pour bousculer les statu quo, naviguer en eau trouble. Le deuxième pilier, c'est la culture d'initiative et d'innovation systémique. Vous le verrez tout à l'heure avec mes collègues, on partage cette conviction que l'impossible, c'est tout simplement le manque d'initiative. Et d'ailleurs, la norme nous aide bien parce que l'un des principes fondamentaux de la norme ISO 9001, c'est l'amélioration continue et ça forge dans les chefs du personnel cette culture d'initiative et de l'innovation systémique pour se réinventer indéfiniment. Le troisième pilier, c'est une large coalition des champions. C'est très important dans l'entrepreneuriat institutionnel. Il n'y a pas de succès durable sans alliés. Il n'y a pas d'aboutissement de réforme sans alliés, sans champions de la réforme. Et nous avons eu la chance, à la faveur de cet entrepreneuriat institutionnel, d'avoir des champions. Le premier des champions, c'est le VPM, c'est la va de soi. Il a accompagné l'École nationale d'administration dans la mise en œuvre de son plan stratégique réformer l'ENA pour réformer l'État. Puis, les agents et fonctionnaires de l'État, l'intersyndical, beaucoup d'autres alliés qui ont été mobilisés autour de la réforme. Enfin, mobilisation exigeante du capital humain, c'est fondamental. À mon avis, c'est un élément absorbant. La norme, parmi les principes de la norme ISO 9001, il y a l'implication du personnel. Il y a d'abord le leadership. Je pense aussi que c'est un élément absorbant. Si le leadership est défaillant, ça absorbe tous les restes. Et si l'impersonnel n'est pas impliqué, ça absorbe aussi tout le reste. Il n'y a pas de succès, j'aime le répéter, je n'imagine pas de succès en dehors d'un travail d'équipe. Donc, le personnel a été fortement mobilisé autour de ce plan stratégique, autour de ces projets d'implémentation de la norme ISO 9001. Ils ont accompli l'impossible, ça a été dit ici, en 11 mois, dans une institution qui manquait un peu de tout. Pas de cadre organique, pas de statut du personnel, pas de règlement d'entreprise, pas des plans stratégiques, pas des manuels de procédure, pas des programmes d'activité, pas de budget, pas des contrats de travail. Une institution qui manquait un peu de tout il y a 11 mois. Être certifié, pour ceux qui savent, c'est que implique toute la documentation que l'implémentation d'une norme ISO implique. Ils savent que c'est les 12 travaux de Hercule. Donc je voudrais, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, inviter ici devant les pilotes processus et copilotes, mes collègues donc de l'ENA, pilotes et copilotes, pour leur adresser mes remerciements. S'il vous plaît, chers pilotes et copilotes. Alors je voudrais le remercier à travers cette chanson de Vangelis, La conquête du paradis. Parce que pour moi, c'est des conquérants. Et cette chanson m'a inspiré quelques paroles que je voudrais leur livrer devant vous. Nous sommes partis avant l'aube, quand le chemin n'avait encore ni nom ni certitude, portant sur nos épaules la fatigue d'hier et dans nos mains l'obstination de ceux qui cherchent à progresser. Nous avons porté ensemble ce qui paraissait trop lourd pour un seul, et c'est dans l'union de forces ordinaires que l'extraordinaire a pris forme.
Nous avons avancé, persuadés que nul idéal digne de ce nom ne se conquiert dans la solitude. Et lorsque enfin la lumière a commencé à poindre, au terme du travail accompli, ce que nous avons découvert n'était pas un paradis offert par le hasard, mais un idéal conquis, forgé par des femmes et des hommes qui ont accepté de servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À eux, à ces hommes et à ces femmes, à ceux qui ont marché malgré le poids, qui ont tenu malgré la fatigue, aux hommes et aux femmes d'honneur et du devoir. Voici la prophétie. Ce que nous avons conquis demeurera. Mesdames et messieurs les conquérants, s'il vous plaît. Je vous remercie.